Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez déjà suivi la première conférence. Pour les nouveaux, puisque je sais qu'il y a des nouveaux inscrits là qui arrivent pour cette conférence sur, le choix du statut juridique, bienvenue à vous. Je vais vous rappeler quelques petites consignes du début. Sachez que vous allez recevoir les supports de présentation, donc pas besoin de faire des photos. Vous les recevrez demain par mail et on vous donnera, la possible enfin, checkez bien vos emails, et vos spams, voilà et puis, bien sûr, vous recevrez également les replays la semaine prochaine, avec tous les enregistrements des conférences, notamment de celle-ci. Alors, si vous souhaitez, poser vos questions, utilisez la petite, rubrique Q&R. Il y aura Morgane, de l'équipe créatif, qui est là, qui répondra, au chat et puis je serai également là, présente et puis après, donc ça s'appelle Q&R et puis nous, on a le chat où on peut vous envoyer des messages si besoin. Mais si vous voulez poser vos questions, c'est bien sur la rubrique Q&R. Donc, on va laisser Tristan et Delphine, en tout cas, faire leur présentation et on aura un temps de questions-réponses à la fin. Donc, vous inquiétez pas, on met vos questions de côté. Donc, cette conférence, elle sera animée par Delphine, qui est consultante formatrice pour Créactif et experte en juridique. Mais on a aussi l'honneur sur cette conférence d'inviter Tristan, voilà, qui est notre partenaire, chez Legal Start, et donc du coup, qui sera là aussi, pour, compléter, cette présentation. Voilà, donc n'hésitez pas à leur poser leurs questions et puis, je vous laisse la main. Bonjour à tous. Bonjour! Allez, c'est parti, on peut commencer la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, bonjour à tous. Vous êtes dans la conférence Comment choisir le statut juridique le plus adapté à votre projet d'entreprise. Et donc, comme Juliette l'a dit, je suis Delphine, je suis consultante chez Créactif et Tristan, je te laisse Bonjour. te présenter. Bonjour, moi je suis Tristan, je suis juriste, chez Legal Start, partenaire en effet de Créactif du coup pour cette session et l'objectif de Legal Start, hein, pour vous situer un petit peu, hein, donc c'est une legal tech qui prend en charge, les, formalités juridiques notamment, de création d'entreprise par exemple, pour, nos clients. Donc, je vous présente un petit peu Créactif. J'espère que vous voyez bien mon partage d'écran. Donc, on est leader dans la formation des entrepreneurs. Ça fait maintenant un petit moment qu'on existe. On a été créé en 2010 et on a accompagné jusqu'ici plus de 25 000 entrepreneurs. On propose des formations adaptées à tous vos besoins. Elles sont la plupart du temps éligibles à 99% des cas et nous intervenons partout en France et dans les dom-toms. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, on va essayer de tenter de vous expliquer un petit peu le choix du statut juridique dans votre projet de création d'entreprise. Il n'y a pas de meilleur statut qui existe. Il y a des critères à prendre en compte pour identifier le choix le plus approprié. Vous pouvez avoir une idée au niveau de la construction de votre projet, mais le choix définitif du statut juridique, vous le ferez vraiment à la fin de votre projet, jamais au début. Donc, l'entreprise, c'est un terme générique qui englobe toutes les formes juridiques des entreprises qui existent. On va pouvoir le voir dans un second temps. L'activité de l'entreprise, elle peut être commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Je pense que ça ne sert à rien de revenir sur ces termes-là. Je pense que c'est acquis. Donc, on parle d'entrepreneur, c'est la personne qui dirige l'entreprise. Quelle forme vous allez choisir pour votre entreprise? Il y a différents critères à prendre en compte. Il y a déjà le nombre d'associés. Est-ce que vous voulez créer seul ou avec d'autres personnes? Est-ce que vous souhaitez à un moment donné faire rentrer des investisseurs dans votre projet? Ce qui est à prendre en compte également, c'est l'image de marque que vous souhaitez donner à votre entreprise, la protection sociale que vous souhaitez avoir. Donc, on parle de dirigeants, de vous, mais aussi de votre conjoint. Quelle protection sociale vous voulez choisir? Ce qui est important aussi de prendre en compte dans le choix de votre statut juridique, c'est la protection de votre patrimoine. La fiscalité, on parle d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés. On le reverra dans un second temps aussi. Ce qui est important, c'est au niveau de la rémunération. Comment vous allez vous rémunérer? Ce qui est aussi important à prendre en compte, bien évidemment, c'est que créer une entreprise ou une société, ce n'est pas les mêmes formalités. Ça n'a pas les mêmes coûts, ce n'est pas les mêmes gestions.
Pour tous ces critères-là, d'ailleurs, Creative propose des formations qui peuvent vous accompagner et Legal Start aussi, notamment sur les formalités de constitution. Ce qui est important de prendre en compte, c'est votre projet professionnel, votre situation personnelle. Est-ce que vous êtes en reconversion? Est-ce que vous êtes en transition? Est-ce que vous êtes en fin de carrière? Etc., etc. Est-ce que vous pensez à la transmission de votre patrimoine? On n'en parle pas tout le temps, mais c'est important de le prendre en compte. En fait, on va vous expliquer qu'il n'y a pas de statut juridique idéal. Il est vraiment adapté à chaque projet et à chaque personne. Ils ont tous des avantages, des inconvénients. Et le choix va être en fait différent du type de projet que vous allez avoir et des critères que vous allez avoir. Donc, on va passer aux différentes formes juridiques et pour cela, je vais laisser la parole à Tristan. Mmh. Alors, pour commencer, en introduction, donc effectivement, comme l'a dit Delphine, hein, ce qui est très important de retenir, c'est qu'il n'y a pas une forme juridique qui est systématiquement meilleure que les autres, hein. Sinon, bien évidemment, tout le monde choisirait la même. Il n'y aurait pas besoin de se poser des questions en amont pour savoir, vers quel statut se tourner. Et pour commencer, en fait, hein, pour le choix du statut, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est qu'en France, on peut découper les, formes juridiques en 2 familles bien distinctes. Il y a d'abord les entreprises individuelles et ensuite à côté, les sociétés. Alors en ce qui concerne les entreprises individuelles, la particularité, c'est notamment qu'elles sont constituées, par un associé en personne physique. C'est-à-dire que, lorsque vous créez une entreprise individuelle, vous avez toujours votre nom propre. Donc vous avez toujours, si vous voulez, vous intervenez toujours en votre nom propre. Il n'y a pas de distinction entre vous et l'entreprise. Vous êtes une seule et même personne. Contrairement à une société, où lorsque vous créez une société, vous allez créer ce qu'on appelle une personne morale, qui est bien distincte de la vôtre. Et cette personne morale, elle va posséder son propre patrimoine, qui sera bien distinct de celui de ses associés. Donc c'est pour ça qu'une entreprise individuelle, elle est toujours constituée par une seule personne, hein, et une seule personne ne peut posséder qu'une seule entreprise individuelle à la fois. Et parmi les entreprises individuelles, on retrouve également plusieurs formes, notamment une forme assez connue qui est la micro-entreprise, hein, donc je pense, dont beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, et ça on y reviendra un petit peu plus tard. Et parmi les sociétés, vous avez également plusieurs formes juridiques possibles qu'on vous détaillera également, par la suite. Ce qu'il faut juste retenir de manière, on va dire, assez générale, c'est que les entreprises individuelles, sont, étant donné du fait que notamment, la personne, l'entrepreneur reste en tant que personne physique, hein, permettent ont une plus grande souplesse en termes de fonctionnement, en termes de gestion également. C'est-à-dire que c'est plus simple de créer une entreprise, c'est plus facile de la gérer, il y a moins de contraintes. Hem et une société, à l'inverse, nécessite une création un peu plus stricte, un peu plus, on va dire, un peu des conditions de gestion ensuite et de tenue de comptabilité, plus strictes également, mais bénéficie d'une meilleure visibilité et généralement également d'une meilleure protection du patrimoine. Mais bon, ça, on y reviendra en détail, un petit peu plus tard. Donc, on va décomposer les sociétés et les entreprises. Donc, sur les sociétés, créer une société, c'est quoi? C'est d'abord créer une entreprise. On l'a vu, une entreprise, ça reste une société aussi. Par contre, la société, c'est une personne morale. Une personne morale qui est juridiquement distincte des associés. Donc, elle aura la personnalité morale, c'est pas la même que vous. La société, elle est vraiment distincte de vous, l'associé. Alors, je sais que ça peut paraître complexe, mais on va essayer de rentrer dans les détails un petit peu plus tard aussi. La société, contrairement à l'entreprise, elle doit avoir un capital, ce qu'on appelle un capital social. Vous avez certainement dû en entendre parler. Et c'est ce capital, en fait, qui va constituer votre patrimoine, son patrimoine, le patrimoine à la société. Vous, en tant qu'associé, si vous êtes seul ou à plusieurs, votre responsabilité sera limitée au montant de l'apport que vous aurez fait dans le capital. Donc, ce qui est important de savoir, vous le voyez, c'est que la société, c'est une personne à part entière. Elle a vraiment une personnalité juridique. Elle a diffère vraiment de vous le créateur. Les patrimoines, ils ne se confondront pas, sauf exception, bien entendu. Mais ça aussi, Tristan vous l'a dit, on va le revoir dans un second temps. Donc, on l'a vu, la société est une entité distincte de son fondateur ou de ses fondateurs si vous êtes plusieurs. Elle va posséder ses propres règles de fonctionnement. Vous avez certainement entendu parler également que quand on constitue une société, on rédige des statuts. Les statuts, en fait, c'est l'ensemble des règles de fonctionnement de votre société. Elles vont être définies dans les statuts et dans ces statuts, il va être présent quoi? Donc, le nom des fondateurs, etc., leur adresse, le nom, on parle de dénomination sociale de la société, le nom que vous allez souhaiter donner à votre société, qui ne s'appellera pas du coup
monsieur un tel ou madame un tel. L'adresse de la société, on parle de siège social. Et on va déterminer également dans les statuts l'objet social. Donc, c'est-à-dire que les activités que vous allez englober dans votre société. Le capital, sa répartition, etc., va bien entendu aussi faire partie des statuts. Le capital, on l'a vu, le capital social, c'est l'argent, je vais vulgariser, c'est l'argent que vous allez déposer dans le capital, donc dans votre société. Il y a plusieurs types d'apports en capital. Vous pouvez déposer de l'argent en espèces, donc on appelle ça de l'apport en numéraire. On peut faire un apport en nature, donc c'est-à-dire que vous allez apporter des biens au capital, et vous pouvez faire aussi des apports en industrie. Un apport en industrie, c'est un savoir-faire, un brevet, etc., etc. La plupart du temps, les gens aujourd'hui apportent un apport en numéraire. Ce capital social que vous allez mettre donc dans votre société, l'argent que vous allez mettre dans la société. Si vous êtes tout seul, les parts sociales ou les actions vont vous appartenir à 100%. Mais si vous êtes plusieurs, ce capital social va être divisé en fonction du montant que vous aurez apporté avec vos associés. Donc, le dirigeant. Qui est le dirigeant? Le dirigeant, ça va être le fondateur. Donc, il va agir pour le nom et pour le compte de la société. On appelle ça un mandataire social. Il peut y en avoir plusieurs, mais on ne va pas rentrer dans les détails encore une fois. Comme le dirigeant, vous allez engager la société, vous êtes bien entendu responsable des fautes de gestion et vous êtes responsable civilement et pénalement. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, on y reviendra dans un second temps. On a essayé de vous expliquer un petit peu ce que c'était qu'une faute de gestion. Donc, une faute de gestion, c'est le comportement que vous pourrez avoir qui serait contraire à l'intérêt social. Et la responsabilité fiscale, c'est une manœuvre frauduleuse ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales. Si vous ne procédez pas au dépôt de vos obligations fiscales, à vos déclarations de TVA, bah, bien évidemment, vous engagez votre responsabilité. Parce que comme l'a dit Tristan tout à l'heure, dans l'entreprise individuelle, vous avez des règles à respecter, mais dans la société, ça nécessite quand même, je pense que c'est important de le dire, une gestion rigoureuse au niveau administratif et comptable de la société. Là, c'est pareil, hein, sachez que Créactif propose des formations pour vous accompagner dans tout ce qui est notions comptables et fiscales et dans tous ces risques que vous pouvez encourir. Je pense que c'est important de le noter. On parle aussi souvent d'abus de biens sociaux. Vous en entendez souvent parler, mais c'est vrai que c'est un terme qui fait des fois peur et qu'on ne comprend pas forcément. Qu'est-ce que c'est un abus de biens sociaux? Parce que quand on est en société, on peut commettre un abus de biens sociaux. Qu'est-ce que c'est? C'est une utilisation des moyens matériels et humains de la société qui sont mis à des fins personnelles. Je pense que là, c'est clair. Mais si vous avez besoin qu'on y revienne, il n'y a pas de souci, on pourra y revenir dans un second temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur la société? Le statut social du dirigeant va varier selon la forme juridique que vous allez choisir. On y reviendra plus tard, mais vous allez voir que si vous êtes en SARL ou en SAS, ce n'est pas le même régime social. Et votre statut social va dépendre aussi du pourcentage que vous allez détenir dans votre capital. Donc, on parle d'assimilés salariés ou travailleurs non salariés. Vous allez voir plus tard AS, TNS. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un dirigeant assimilé salarié, il est affilié au régime général des salariés, au même titre que si vous aviez un contrat de travail. Mais par contre, vous ne cotisez pas à France Travail, anciennement Pôle emploi. Les cotisations sociales seront payées sur le montant du salaire que vous allez percevoir. Vous avez vraiment le même régime général qu'un salarié lambda. Le dirigeant TNS, donc travailleur non salarié, n'est pas affilié au régime des salariés. Il est affilié au régime social des indépendants. Vous avez dû entendre parler avant du RSI. Donc, il ne cotise pas lui non plus à France Travail, c'est important de le préciser. Et les cotisations sociales, elles sont soit payées de manière mensuelle ou trimestrielle. On parle de déclaration mensuelle ou trimestrielle. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure avec Tristan et que je vous ai répété, c'est un peu rébarbatif, mais il faut vraiment prendre compte qu'une société elle a des obligations fiscales et comptables. Il faut établir un bilan, établir une IAS, procéder à des déclarations. Et fiscalement, une société peut être imposée à deux types d'impôts, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur le revenu, vous le connaissez tous, c'est votre imposition sur tous les ans. Et l'impôt sur les sociétés, c'est la société elle-même qui va devoir procéder à sa déclaration.
Et selon le type de société que vous aurez choisi, il y a des éléments qui vont varier. Donc, l'assujettissement ou non à la TVA. Est-ce que vous avez opté à la TVA? Votre régime d'imposition, on vient de le voir. Et ce qui est super important pour vous, j'imagine, c'est aussi votre statut social. Donc, vous avez bien compris qu'une société, ben, vous pouvez être seul, mais vous pouvez aussi être à plusieurs associés. Donc, dans les différents, on a gardé 4 types de sociétés aujourd'hui pour vous les présenter. C'est celles qui sont aujourd'hui le plus souvent constituées et qui semblent le plus logique. Donc, on parle de SARL, de URL, de SAS et de SASU. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, on va passer dans le détail. Et pour cela, c'est Tristan qui va commencer la présentation sur les SARL et URL. Alors, en effet, donc, on va parler un petit peu plus en détail maintenant de la SARL, hein, qui, bah, comme l'a dit Delphine, hein, constitue une des formes juridiques, principales, donc, en France, hein. Alors, en ce qui concerne les, particularités, on va dire déjà les points principaux au niveau de la SARL. Alors, il y en a plusieurs, hein, notamment déjà vous avez une, société qui est, une société commerciale, dont les titres sont appelés parts sociales. Vous verrez que c'est en opposition notamment à la SAS où les titres là sont appelés des actions. En ce qui concerne les associés, une SARL, donc c'est une forme pluripersonnelle, donc c'est-à-dire qu'il faut au moins 2 associés et c'est une forme juridique qui a la particularité d'être encadrée à maximum 100 associés. Bon, 100 associés, c'est beaucoup, donc vous avez le temps de le voir venir. Je pense pas que ça soit le critère principal pour faire le choix. La particularité de la SARL, c'est qu'elle a des statuts qui sont encadrés par la loi. C'est-à-dire que la loi va imposer dans les statuts de la société certaines règles auxquelles il ne sera pas possible de déroger. Par exemple, des règles relatives à l'entrée et la sortie des associés, qui sont plus strictement encadrées que dans d'autres formes juridiques, notamment par des clauses d'agrément et de préemption. Et également, certaines modalités de prise de décision peuvent être aussi encadrées par la loi. Donc on a quand même un statut, si vous voulez, qui est juridiquement plus protégé par les associés et c'est pour ça que la SARL généralement, c'est un statut qui est intéressant pour les associés qui recherchent un cadre juridique, vraiment protecteur. En ce qui concerne le capital social, vous avez ensuite un montant qui, pour le coup, n'est pas encadré par la loi, donc il est libre, hein. Généralement, on part du principe qu'il faut quand même minimum 1 € dans le capital et les dirigeants ont pour dénomination gérant. Donc, on les appelle tous de la même façon. S'il y a plusieurs dirigeants, ça signifie qu'il y a plusieurs gérants. Alors, la SARL, ça signifie société à responsabilité limitée, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Elle a une petite particularité, la SARL, qui peut la rendre un peu plus délicate, on va dire, en termes d'utilisation que d'autres formes juridiques. C'est notamment le fait que le régime social auquel vous serez affilié, donc hein, rappelez-vous, hein, Delphine en a parlé juste avant, le régime social, c'est soit les assimilés salariés, soit les travailleurs non salariés. Eh bien, le régime social auquel seront affiliés les gérants de la SARL va varier notamment en fonction du pourcentage de détention de la cogérance dans le capital. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si la cogérance est majoritaire, eh bien, dans ce cas-là, les gérants seront affiliés au régime TNS et seront considérés comme gérants majoritaires. Si la gérance est minoritaire ou égalitaire, ça signifie que les gérants seront au régime des assimilés salariés. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas regarder en fait les parts que détient chaque gérant seul. Là, en SARL, c'est vraiment la cogérance qui est important. C'est-à-dire que si vous avez par exemple deux associés, ces 2 associés sont gérants dans la SARL. Si un des associés détient 1 et l'autre 99, on serait tenté de penser que celui qui est 99 est gérant majoritaire et celui qui a 1 est gérant minoritaire, mais en réalité non. Il faut prendre les parts de la cogérance, donc c'est-à-dire 99 plus 1 et donc comme 100 c'est supérieur forcément à la moitié des parts, donc ça fait au moins 51 la gérance est majoritaire. Donc voilà, ça c'est vraiment un point qui est essentiel à comprendre au niveau de la SARL, puisque ça va impacter forcément le régime social auquel vous serez affilié et donc la façon dont la façon, on va dire, dans laquelle vous allez vous rémunérer. Soit en percevant une rémunération mensuelle pour vos fonctions de dirigeant ou soit, enfin c'est même plutôt et ou d'ailleurs, hein, parce que les 2 sont cumulables, vous versez des dividendes en clôture d'exercice. Hem
Donc ça voilà, c'était, petite parenthèse sur le régime social, hein. Ce qu'il faut comprendre ensuite, c'est que peu importe de toute façon le régime auquel vous êtes affilié, bien que vous ne cotisiez pas de la même façon au régime TNS et au régime des assimilés salariés, vous allez de toute façon, enfin vous ne cotiserez pas en tant que gérant pour le chômage. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la société, donc la SARL, est par défaut soumise à l'impôt sur les sociétés. Pour autant, elle peut quand même choisir l'impôt sur le revenu, mais dans ce cas-là, ça sera pour une durée limitée de 5 exercices maximum. Et autre élément important, ça concerne notamment la distribution de dividendes. Comme je vous l'ai dit, il faut distinguer la gérance majoritaire ou minoritaire. Et en cas de gérance majoritaire, il faut faire très attention notamment en termes de distribution de dividendes, puisque les dividendes, quand vous êtes en SARL, donc gérant majoritaire, sont soumises à des cotisations sociales supplémentaires qu'il n'y a pas dans d'autres formes juridiques. C'est pour ça que si on passe, on va dire, au cas où la SARL peut être intéressant et au cas où la SARL n'est, pas intéressante. Alors du coup, je veux bien que tu changes de slide s'il te plaît, Delphine. Parfait, merci. Alors généralement, la SARL, du coup, si on reprend ce qu'on a dit, ce n'est pas une forme juridique qui convient aux levées de fonds. Pourquoi? Parce qu'en levée de fonds, il y a généralement des investisseurs. Les investisseurs, ils cherchent notamment à récupérer, on va dire, avoir un retour sur investissement via soit des distributions de dividendes, soit des cessions de parts sociales sur les parts qu'ils avaient. Et la SARL, pour ça, comme on l'a vu, est moins intéressante, notamment parce qu'en cas de distribution de dividendes, vous avez des cotisations sociales supplémentaires qui vont s'appliquer. Ce n'est également pas une forme qui convient généralement au montage juridique et financier complexe avec des cas de forte croissance, puisque étant donné notamment le statut, comme on l'a vu au départ également, plus protecteur des statuts de la SARL, eh bien, ce n'est pas une forme juridique qui, on va dire, est idéale pour développer une activité, puisqu'il va y avoir quand même pas mal de freins, notamment au niveau des statuts, qui vont rendre sa gestion un petit peu plus délicate que notamment, par exemple, une SAS, dont on vous expliquera justement les modalités juste après. Et bien évidemment, bah, du coup, ce n'est pas idéal non plus pour une distribution régulière de dividendes, hein, comme on l'a vu également, puisque cotisation sociale supplémentaire qu'il n'y a pas pour la plupart des autres formes juridiques. La règle exacte, hein, pour bien que vous compreniez, c'est que lorsque vous êtes en SARL gérance majoritaire, eh bien, lorsque le montant des dividendes que vous souhaitez vous verser dépasse 10% du montant de votre capital social, eh bien, la partie des dividendes qui justement dépasse 10% du montant de votre capital va être considérée comme une rémunération et donc soumise au taux de cotisation sociale, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en SAS où c'est la totalité des dividendes qui sont soumises à une imposition donc de 30. Par contre, la SARL, c'est très intéressant pour les associés qui souhaitent limiter leur risque financier. Comme je vous l'ai dit, c'est un statut qui est plus protecteur du fait que, les statuts soient justement, encadrés par la loi. C'est également intéressant pour les créateurs qui cherchent de, la flexibilité sur le statut social du gérant. Pourquoi? Parce que tout simplement, en tant que gérant de SARL, si vous décidez de vous rémunérer pour vos fonctions de gérant, vous allez avoir un montant de cotisation qui sera moins élevé que pour la SAS notamment. Et c'est également intéressant pour les associés qui désirent une sécurité et protection statutaire. Ça, on en a déjà parlé. Forcément, des statuts encadrés par la loi, c'est, on va dire, plus protecteur que des statuts où la liberté statutaire prédomine et donc forcément où les associés sont libres de potentiellement commettre des erreurs ou alors d'avoir des statuts qui sont plus ou moins avantageux en fonction des situations. Ensuite, on peut enchaîner du coup sur l'EURL. Alors, ça va être assez simple, hein, parce que l'EURL, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une SARL, mais à un seul associé. C'est-à-dire que si jamais vous voulez créer le statut de SARL, hein, vous intéresse, mais que vous êtes seul, eh bien dans ce cas, ce ne sera pas une SARL à proprement parler, ce sera une EURL, donc une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est le même principe que pour la SARL, c'est-à-dire vous avez une société commerciale avec des titres composés donc de parts sociales, sauf que cette fois-ci vous êtes seul, mais si jamais vous créez la société seule et que d'aventure vous veniez à vous associer, eh bien tout simplement votre URL deviendrait de facto une SARL, puisqu'il y aurait du coup à ce moment-là deux associés. Donc à tout moment votre URL peut devenir une SARL. Et après même principe, hein, pour le montant du capital social qui est librement fixé par l'associé unique. Pas de différence à ce niveau-là non plus. Alors, en ce qui concerne le dirigeant, pareil également. Un dirigeant, c'est un gérant.
Là, cette fois-ci, contrairement à la SARL, il n'y a pas de doute quant au régime social auquel vous serez affilié, puisque vous êtes seul, donc ça signifie que vous détenez forcément 100% des parts de la société, donc vous êtes majoritaire et par conséquent, vous êtes affilié au régime des TNS, qui dépend notamment de la sécurité sociale des indépendants. La petite particularité, enfin petite entre guillemets différence avec la SARL, c'est notamment que l'EURL est imposé, pour le coup, par défaut, à l'impôt sur le revenu. Mais vous avez la possibilité également, si vous en faites la demande, hein, de choisir l'impôt sur les sociétés. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le URL peut par contre rester de façon indéfinie à l'impôt sur le revenu du moment qu'elle ne demande pas son passage à l'impôt sur les sociétés. C'est surtout cet élément qui distingue le URL de la SARL. Donc le URL, si on refait un avantage inconvénient, ce n'est pas vraiment une forme qui est idéale lorsque, vous avez un faible niveau de chiffre d'affaires, hein, ou pour un complément de revenu. Ce type de situation est plus propice généralement à la micro-entreprise. Vous allez le comprendre pourquoi plus tard, hein, mais la principale raison, c'est notamment que le URL reste une société commerciale, donc soumise à des obligations, on va dire de gestion, de déclaration et des obligations comptables beaucoup plus strictes qu'une micro-entreprise. Par contre, c'est très bien pour les créateurs, un créateur seul pour le coup, qui, désire constituer une société pour séparer son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel et également qui souhaite se générer forcément des droits sociaux, notamment pour le régime des TNS, hein, en cotisant pour la maladie et la retraite. Je te repasse le micro Delphine, du coup pour la Ah, SAS. merci. Donc, vous avez vu SARL et SAS et URL, pardonnez-moi. Donc, maintenant, on va voir SAS et SASU. Donc, la SAS, c'est une société à action simplifiée. Si vous ne le saviez pas, c'est une société qui est aussi commerciale et dont le capital social, tout à l'heure, on parlait des SARL de part sociale. Là, on parle d'action. La SAS, il faut que vous soyez au moins deux. Sinon, ce serait une SASU. On va le voir. Il n'y a pas de maximum au niveau des associés. Bon, comme il disait tout à l'heure Tristan, c'est vrai que quand on arrive déjà à une cinquantaine ou une centaine d'associés, c'est qu'on est déjà à un bon niveau quand même, hein. L'avantage de la SAS, contrairement donc à la SARL qui est très encadrée au niveau des statuts, il y a dans la SAS une liberté dans la rédaction des statuts. On parle de souplesse. Les statuts sont quand même assez libres au niveau de la rédaction, dans les règles de gestion, dans les règles d'organisation de la SAS. Bien évidemment, il y a des dispositions légales qui sont à respecter, comme partout, mais vous avez quand même une liberté dans la gestion et dans la formulation. Comme la SRL, le montant du capital est librement fixé par les associés. C'est vous qui décidez combien vous apportez au capital de la société. Et c'est une structure qui est évolutive, qui est vendeur, comme on a tendance à dire, et qui facilite le partenariat. En général, on parle souvent de start-up, les start-up créent des SAS. Donc la société par action simplifiée. Le dirigeant, ce n'est pas un gérant, c'est un président. Et il ne peut y avoir qu'un président. Il peut y avoir d'autres fonctions comme des directeurs généraux, etc. Mais un président, il y en a un seul. Et le régime social du président, donc lui n'est pas TNS, travailleur non salarié comme on lui a vu tout à l'heure, mais le président est assimilé salarié. Et donc, il cotise au régime général des salariés. Le président, on vous l'a remis, hein, le président ne cotise pas l'assurance chômage, mais ça, je pense que ça va être acquis pour tout le monde, hein. Donc, il est assimilé salarié, il cotise au régime social des salariés. Donc, les cotisations sociales sont plus importantes que dans le cadre de la SARL. Le bénéfice est soumis de plein droit à l'IS, donc on parle d'impôt sur les sociétés. Et je crois que Tristan en a parlé tout à l'heure, on parle souvent de distribution de dividendes. L'avantage de la SAS, c'est que les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations sociales, mais sont soumis à une flat tax. Vous avez dû en entendre parler, c'est 30%. Donc la SAS, la société par action simplifiée, si on fait un petit résumé, elle ne convient pas aux dirigeants, on l'a vu, qui veulent limiter le coût de leur protection sociale, parce que l'impact des cotisations sociales en ça, c'est quand même beaucoup plus important qu'en TNS. Si vous voulez que votre SAS soit coté en bourse, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas une société anonyme. Ça, seules les sociétés anonymes peuvent être cotées en bourse. Par contre, la SAS, elle va convenir à qui? À contrario, au dirigeant qui va vouloir une protection sociale assimilée salariée, et elle va aussi convenir
à des business models, on le disait tout à l'heure, de type start-up qui vont nécessiter la levée de fonds. Parce que c'est assez souple et que faire venir un actionnaire dans une SAS, c'est plus simple. Donc, je vais aller relativement assez vite sur cette partie-là parce que je vois que le temps s'écoule à grande vitesse et nous ne sommes pas à la moitié. Donc, je vais vous parler de la SASU. La SASU, c'est la Société par action simplifiée unipersonnelle. C'est exactement la même chose que la SAS, sauf que vous êtes tout seul. Elle est unipersonnelle. Comme dans le cadre de la SARL et l'URL, la SASU, c'est une SAS tout seul. Donc, je ne reviendrai pas sur le fait que c'est une société commerciale. Je vous l'ai dit, vous êtes associé unique si vous créez une SASU, mais à tout moment, vous pouvez devenir SAS. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce modèle, ce choix de structure juridique vous convient, vous pouvez créer votre SASU. Et si demain, vous avez d'autres actionnaires qui viennent dans le capital de votre société, à tout moment de la vie de votre société, vous pouvez passer en SAS. On l'a dit, c'est une structure qui facilite le partenariat et dont le montant du capital social est librement fixé par l'associé unique. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 1 euro ou 10 000 euros, c'est vous qui le définissez. Pareil que la SAS, le dirigeant, c'est un président. Il est assimilé salarié, donc il cotise au régime général des salariés. Le bénéfice, lui aussi, est soumis à l'IS de plein droit. Donc la SASU, si on peut faire un petit résumé, elle ne va pas convenir à qui? Donc aux créateurs qui souhaitent constituer une société qui désire limiter l'impact du coût de sa protection sociale. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Celui qui va créer une société, il est assimilé salarié. Donc vraiment, il a la protection sociale d'un assimilé salarié. Donc les cotisations sociales seront beaucoup plus importantes qu'un TNS. Par contre, elle va convenir à qui? Eh bien, à ceux qui souhaitent que leur activité ait une forte croissance dans les années à venir et qui souhaitent aussi une arrivée rapide d'investisseurs. Pourquoi? Pour accompagner le développement de votre entreprise, par exemple, etc., etc. Il convient à qui, ce statut? Il convient au créateur seul, mais qui veut bénéficier, à contrario de ce qu'on disait tout à l'heure, celui qui veut limiter le coût, ben, celui qui va avoir une super protection sociale, ça reste encore aujourd'hui, dans les faits, la meilleure protection sociale que vous pouvez avoir pour un dirigeant. Donc, si on peut résumer ce qu'on a vu avec Tristan, vous allez avoir le tableau, hein. On va vous l'envoyer. Juliette, elle vous en a parlé. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de prendre en photo ou de screener. Vous allez tout avoir la semaine prochaine. Donc, le URL, la SARL, la SASU, la SAS, ce sont les 4 formes juridiques qu'on vient de balayer. Si on peut résumer les caractéristiques pardonnez-moi, de l'URL. Donc, vous êtes seul, il y a un seul associé. Les statuts sont strictement encadrés par la loi, on l'a vu aussi. Et le bénéfice, lui, est à l'impôt sur le revenu, sauf une option. Dans la SARL, il faut être au minimum 2. Pareil, hein, les statuts sont encadrés. Si le URL l'est, la SARL l'est aussi. Et les bénéfices sont taxables à l'IS. On parle de dividendes. Les dividendes, Tristan vous l'a dit, elles sont taxées dans la mesure où elles sont soumises aux cotisations sociales. Dans la SASU, il n'y a qu'un seul associé. Dans la SAS, il y en a au minimum 2. Je ne reviens pas sur ce qu'on vient de voir parce que je viens de vous en parler juste sur la slide avant, au niveau de la protection sociale de la SAS et, de la SASU. Pardon. Par contre, petit résumé. Donc, sur le URL, si vous êtes gérant, vous êtes associé unique, vous êtes TNS. Si vous souhaitez être assimilé salarié en EURL, c'est que le gérant n'est pas l'associé unique. Et en SARL, si vous êtes gérant majoritaire, vous êtes TNS, et si vous êtes minoritaire ou égalitaire ou non associé, vous serez alors assimilé salarié. Alors, j'imagine que c'est un peu compliqué pour vous aujourd'hui au niveau de cette protection sociale, mais en fait, c'est pour vous présenter toutes les formes possibles qu'il y a aujourd'hui et tous les avantages et les inconvénients. Et bien entendu, nous sommes présents pour vous à la fin de la conférence pour pouvoir répondre à vos questions. Et sachez encore une fois que chez Créatif, on propose un accompagnement au niveau justement du choix du statut juridique. Et n'hésitez pas, parce que, comme on disait au tout début de l'introduction, hein, vous pouvez avoir une idée de départ sur la structure juridique que vous allez mettre en place. Et en fait, ce choix-là ne sera pas forcément adapté à votre projet et à votre situation personnelle et professionnelle.
Donc, ce qui est important de savoir, c'est aussi qu'un changement du statut social du dirigeant peut impliquer un changement de régime de protection sociale. On vous a mis l'exemple, Tristan vous en a parlé tout à l'heure, il me semble. Demain, vous êtes gérant égalitaire, donc on parle de gérant égalitaire quand on est à 50-50, ce qui arrive communément au niveau de la CRL quand vous êtes deux associés, et vous devenez du jour au lendemain gérant majoritaire parce que ben, l'associé avec qui vous étiez a décidé de vous céder une partie de ses parts sociales parce qu'elle est moins disponible ou pour X raisons. Vous étiez égalitaire, vous passez majoritaire, et ben, du régime général, vous allez passer au régime des TNS, ce qui peut quand même avoir un impact super important sur votre protection sociale. Donc, un dirigeant qui est anciennement salarié, ça c'est bon à savoir pour vous. Si aujourd'hui vous avez un contrat de travail et que vous êtes en reconversion professionnelle et que vous souhaitez créer votre société, vous pouvez bénéficier du maintien de vos allocations chômage. Attention, il y a des conditions pour ça en fonction de la rémunération que vous allez vous prendre. Mais dans tous les cas, on ne peut que vous inviter à vous rapprocher de France Travail et de vos conseillers pour faire les choses dans l'ordre. Parce qu'il y a un ordre pour pouvoir bénéficier du maintien de ces allocations chômage. Et des fois, il y a des personnes qui vont un peu trop vite dans le choix de leur structure juridique, qui vont un petit peu trop vite dans le lancement de leur projet. Et franchement, je pense que Tristan ne pourra pas me contredire, il a dû avoir aussi des cas. Et ça peut souvent arriver qu'en allant trop vite, eh ben, malheureusement, la personne ne peut plus bénéficier de ses droits au chômage. Et dans le cadre du business plan, ben, ça peut être un gros problème parce qu'on ne pensait pas se rémunérer au départ. Donc attention, faites bien les choses dans l'ordre, toujours. Faites-vous accompagner. On est assez de professionnels aujourd'hui pour vous accompagner et allez voir France Travail pour le maintien de vos allocations chômage. Ça, c'était un petit aparté. Ensuite, un dirigeant qui est assimilé salarié, donc qui ne se rémunère pas, n'aura pas de cotisation sociale à payer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous êtes en SASU. Vous créez votre SASU. Donc, vous êtes président. On l'a vu. On l'a vu, si vous êtes président, vous êtes assimilé salarié. Vous décidez parce que pour X raisons, et notamment que vous avez vos droits aux allocations chômage, vous décidez de ne pas vous rémunérer, il faut savoir que vous n'aurez pas de cotisation sociale à payer là-dessus. Donc ça, c'est super important de le savoir. À l'inverse, du dirigeant TNS qui ne va pas se rémunérer, mais qui, lui, aura un minimum de cotisation sociale à payer. Donc, on vous a mis le montant, c'est environ 1100 euros. Hein. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Hein. Je résume, je répète. Donc, le président qui va créer une SASU qui ne va pas se rémunérer n'aura pas de cotisation sociale à payer. Pardon, excusez-moi. Quant au dirigeant TNS, lui qui aura une cotisation minimale à payer. C'est très important. Donc, j'espère que les formes juridiques, même si c'est un langage un peu compliqué pour beaucoup, on l'admet, on le sait bien, on espère qu'on aura pu vous balayer un minimum d'informations sur les critères de choix d'une société. On va le répéter encore et encore, il n'y a pas de meilleur statut aujourd'hui, c'est vraiment à l'élaboration de votre projet et à la fin de votre projet que vous allez choisir. Mais pour ceux qui ont un doute entre la société et l'entreprise individuelle, je vais laisser la parole à Tristan qui va vous présenter l'entreprise individuelle. Alors, en effet, on a fini avec les sociétés, donc logiquement, on passe à l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, une entreprise individuelle, hein, ou EI, comme on l'a vu au tout début, c'est un statut en tant que personne physique. C'est-à-dire que vous agissez toujours, en votre nom propre et donc directement pour votre compte également. Il n'y a pas de distinction entre vous et l'entreprise. Vous êtes une seule et même personne. C'est pour ça qu'on appelle également, l'entreprise individuelle une entreprise en nom propre, hein, également puisque, comme son nom l'indique, en nom propre, ça signifie que lorsque vous créez votre entreprise individuelle, son nom, eh bien, ce sera votre nom patronymique. Vous pouvez, si vous le voulez, y ajouter un nom commercial pour venir compléter, votre nom patronymique. Par contre, attention, en entreprise individuelle, également en micro-entreprise, vous apparaîtrez toujours sous votre nom, prénom. Vous ne pouvez pas, choisir un nom de société, un nom comme pour une société, un nom qui est distinct du vôtre, qui est complètement distinct du vôtre. L'entreprise donc, comme on l'a vu, les entrepreneurs ne font qu'un, ce qui signifie qu'on parle d'entrepreneur ou entrepreneur individuel, hein, et pas d'associé contrairement à une société. Ce qu'il faut savoir pour terminer sur l'introduction, c'est que, la responsabilité du dirigeant, donc de l'entrepreneur individuel, est limitée quand même aux biens professionnels. C'est-à-dire que si jamais, admettons, en cas de faillite, vous avez des créanciers, les créanciers ne pourront dans tous les cas pas vous rechercher sur vos biens personnels, mais uniquement les biens professionnels, c'est-à-dire les biens qui sont utiles à l'activité de l'entreprise.
Alors, différents types d'entreprises individuelles. Pour le coup, là, il y a quand même moins de choix que pour les sociétés, puisque on peut découper ça en deux, l'entreprise individuelle classique et la micro-entreprise. Alors, si on commence à parler de l'entreprise individuelle classique, la particularité de ce statut, c'est que c'est un statut qui est imposé au régime réel. C'est-à-dire que lorsque vous avez une entreprise individuelle, vous allez être imposé sur le bénéfice réalisé. Et ça, c'est très important, et notamment, vous comprendrez après quand on abordera la partie relative à la micro-entreprise. Les bénéfices, c'est le chiffre d'affaires réalisé moins les charges déductibles. C'est notamment le principal élément de distinction avec l'entreprise entre l'entreprise individuelle classique et la micro-entreprise, c'est le régime d'imposition, donc qui est le régime réel en l'occurrence pour l'entreprise individuelle, donc une imposition sur les bénéfices réalisés. La particularité également de l'entreprise individuelle, c'est que contrairement à une société, vous avez un fonctionnement qui est beaucoup plus souple, qui est beaucoup plus tolérant en termes de fonctionnement et on va dire, de gestion, et également de comptabilité. Vous avez assez peu d'obligations en ce sens. Ce qui vous permet également, si jamais vous souhaitez vous rémunérer, eh bien, de pouvoir directement faire des virements du compte de l'entreprise individuelle à votre compte personnel. Mais attention, pour autant, ces virements, donc ces rémunérations en quelque sorte que vous allez vous verser, ne sont pas déductibles du résultat de l'entreprise. Et la dernière particularité de l'entreprise individuelle, elle peut très bien, et elle est par défaut imposée à l'impôt sur le revenu, mais elle peut également être imposée à l'impôt sur les sociétés. Si jamais vous faites ce choix, notamment d'avoir une entreprise individuelle imposée à l'IS, il faut savoir à ce moment-là que pour le coup, vous allez rentrer dans un mode de fonctionnement qui sera quasiment identique à celui d'une EURL à l'IS. Donc en fait, vous serez, on va dire, imposé et également considéré en pratique, notamment en termes d'obligations juridiques et de comptabilité, à respecter les mêmes obligations qu'une EURL. Donc c'est un stade, on va dire, un peu plus avancé de l'entreprise individuelle classique. Alors l'entreprise individuelle, l'EI, ne convient pas généralement aux activités qui ont un faible niveau de chiffre d'affaires ou qui servent de complément de revenus. Ça, c'est plutôt généralement quelque chose qui est propice à la micro-entreprise, comme Delphine vous l'expliquera juste après. Et ce n'est également pas l'idéal lorsqu'il concerne les projets ambitieux et de grande envergure, puisque déjà en entreprise individuelle, comme vous êtes en nom propre, vous êtes seul, il n'y a pas possibilité de s'associer. Et ça peut également être une forme juridique qui peut devenir assez gourmande en termes de cotisation sociale. Généralement, à ce moment-là, on va plutôt partir vers une société. Par contre, ça peut être intéressant pour les activités dont le chiffre d'affaires est stable chaque année. Donc, on vous donne quelques exemples, hein, par exemple un marchand ambulant ou une activité saisonnière. Et c'est également intéressant pour, voire obligatoire pour certaines professions, notamment en ce qui concerne les tabacs, les professions médicales et libérales réglementées. Ça, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir, voilà, sur l'entreprise individuelle, et je repasse la main à Delphine, donc qui va, vous parler de la micro-entreprise. Oui, merci Tristan. Donc, on va parler de la micro-entreprise. La micro-entreprise, vous le connaissez tous sous le nom de l'auto-entreprise. Et c'est vrai qu'on parle souvent à tort dans les rendez-vous qu'on peut avoir avec nos clients. On entend souvent, je veux créer une auto-entreprise, je veux créer une micro-entreprise, alors que des fois, ils veulent juste créer une entreprise individuelle et opter pour le réel, comme Tristan vous l'a expliqué. Ce qui est vraiment important que vous sachiez, c'est que la micro-entreprise, c'est une forme de l'entreprise individuelle. Donc, juridiquement, vous serez entrepreneur individuel. C'est très important de le savoir. Donc, c'est plutôt des règles de fonctionnement qui sont plutôt souples, à la différence des sociétés, hein, comme Tristan vous l'a dit. Et même, j'ai envie de dire, par rapport à l'entreprise individuelle classique, la micro-entreprise, c'est encore plus simple parce que vous payez en fait des cotisations et un impôt sur le revenu que sur ce que vous avez seulement encaissé. Donc, c'est ultra simplifié au niveau de la compta et vos déclarations fiscales et sociales sont ultra allégées parce qu'on parle souvent de déclarations mensuelles ou trimestrielles. C'est des déclarations qu'on fait en général à l'URSSAF et qui sont extrêmement simples à réaliser. Il n'y a pas besoin de tenir de compta, d'établir de l'IAS, etc., etc. On l'a vu, l'entrepreneur, le dirigeant, c'est un entrepreneur individuel, qu'il soit en entreprise individuelle classique ou en micro-entreprise. Donc, je vais balayer plutôt rapidement les chiffres parce que je pense que c'est quelque chose qui est souvent acquis. Les personnes qui sont présentes aujourd'hui, c'est des personnes qui s'interrogent sur le choix du statut juridique. Donc, vous savez d'ores et déjà les limites qu'il peut y avoir. Donc, je vais les passer vraiment rapidement.
Donc 188 700 euros, c'est pour les activités de vente, de fabrication, de restauration sur place, etc. Et 77 700 euros, c'est le plafond pour les prestations de services et professions libérales. On vous a mis un petit nota bene parce que la limite du chiffre d'affaires de la première année est désormais supprimée. Mais au bout de la deuxième année, en fait, ils appliquent une règle qui s'appelle le prorata temporis, c'est qu'ils calculent par rapport au temps que vous avez développé votre micro-entreprise. Et si l'année suivante, celle de la création, votre chiffre d'affaires est au-delà, forcément, votre seuil sera dépassé. La micro-entreprise. On va faire le contraire. On va commencer par qui elle convient, parce qu'on parle toujours du négatif, mais quand même, la micro-entreprise a quand même un petit élément important, c'est que, comme l'a dit Tristan, elle est super simple au niveau du fonctionnement. Quand on ne sait pas trop où on va, quand on sait que son chiffre d'affaires va être pas négligeable, mais pas non plus, ne va pas exploser la première, la deuxième année ou même la troisième année, et qu'on veut un peu tenter l'expérience de l'entrepreneuriat et de votre activité, parce que c'est super important. Est-ce que votre activité va prendre? Est-ce que votre business plan est énormément, est clairement établi et que vous savez où vous allez? On ne sait jamais quand on se lance. Donc, la micro-entreprise, ça reste quand même un super moyen de tester votre activité, sachant que derrière, vous pouvez très bien passer en société quelques années après, il n'y a pas de souci. Donc, elle convient pour tester tout ça. Elle convient, si vous voulez, si vous êtes salarié aujourd'hui et que vous voulez développer un peu vos revenus et avoir un complément de revenus, la micro-entreprise, c'est un choix juridique qui est quand même pas négligeable. On l'a dit tout à l'heure, il y a un plafond à pas dépasser. Donc, forcément, si vous savez que votre activité va forcément dépasser le chiffre d'affaires, donc là, forcément, ce ne sera pas adapté. Si vous avez peu de dépenses aussi, ça peut être super intéressant pour vous, la micro-entreprise, parce que vous n'allez pas déduire vos charges sur votre résultat. Vous aurez un abattement au niveau de votre imposition sur le revenu, c'est tout. Mais vous allez payer des cotisations sociales sur ce que vous encaissez. Vous n'allez pas pouvoir déduire vos frais. Et enfin, on l'a dit et redit, c'est vrai que la micro-entreprise, elle peut convenir à tous ceux qui veulent ne pas avoir d'obligations fiscales et comptables. Ça peut être lourd au départ. La micro-entreprise est aujourd'hui le choix juridique le plus approprié dans ce cas-là. Mais elle peut ne pas convenir aussi, notamment aux personnes qui veulent créer une activité et qui vont avoir des grosses dépenses d'installation et de fonctionnement. Parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas pouvoir déduire vos charges. Donc, forcément, vous allez payer des cotisations sur des charges, ce qui est quand même bien dommageable. Ensuite, il y a des activités, Tristan vous l'a dit aussi tout à l'heure, qui sont réglementées, notamment médicales et libérales. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas opter pour ce statut-là. On parle de décennale, on vous a mis l'exemple de la décennale. Les assurances décennales sont aujourd'hui très, très contraignantes et très chères. Vous ne pouvez pas être en micro-entreprise, ça ne correspondra pas à votre projet en fait. Au projet ambitieux sur le long terme. Alors, on parle de projet ambitieux et de financement extérieur, c'est ce qu'on a dit. C'est que si vous voulez faire rentrer des investisseurs dans votre société, si votre activité a un business model de type start-up, la micro-entreprise, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est pas vendeur et des investisseurs ne peuvent pas se joindre à vous. Donc, le choix de ce statut-là ne sera pas le plus approprié. Ce qui est important de savoir, donc ça, c'est des petites notes, c'est qu'avant, il fallait avoir un compte bancaire dédié à votre activité. Aujourd'hui, si vous ne dépassez pas les 10 000 euros, vous n'êtes pas obligé d'avoir de compte bancaire. Donc, ce qui est quand même pas négligeable. La CFE, on parle de CFE, la cotisation foncière des entreprises. Vous êtes exonéré la première année, mais il y a certaines collectivités locales qui peuvent vous exonérer sur plusieurs années. Donc, je vous invite à vous renseigner auprès de votre collectivité. Et depuis 2022, on dit que le passage de la micro-entreprise en société est simplifié. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous voulez tester votre activité et que vous voyez que dans 2 ans ou 3 ans, votre activité fonctionne, que votre chiffre d'affaires va être dépassé et que peut-être passer en société, ce serait le meilleur régime pour vous. Aujourd'hui, c'est super simplifié et en fait, vous transférez l'intégralité de votre patrimoine dans votre société et du coup, la société aura vu le jour. Merci Je- beaucoup, Delphine et Tristan. Alors, on est très juste en termes de timing. Il y a énormément de questions. Je préférerais déjà vous dire qu'on ne pourra pas répondre à tout le monde. Sachez que pour ceux qui nous ont rejoints, on propose des rendez-vous diagnostiques projet. Donc, on analyse votre projet, votre situation, vos prérequis. Et après, on vous propose un parcours de formation qui est adapté. Sachez que, évidemment,
le choix du statut juridique fait partie de la formation Conduire un projet de création d'entreprise, qui est la formation la plus complète quand vous vous lancez. Cette formation, elle dure 50 heures. Elle a lieu soit en groupe, c'est-à-dire en classe virtuelle, en direct avec le formateur et le reste du petit groupe d'entrepreneurs, soit à votre rythme. Donc là, vous vous connectez à une plateforme de formation et vous avez également du contenu de formation et des rendez-vous individuels avec des mentors qui vont vous faire avancer chaque semaine sur votre formation. Donc Morgane vous a mis, le lien, de la formation Conduire un projet de création, d'entreprise qui du coup, comprend une partie sur évidemment le choix du statut juridique parce qu'on sait que ça fait partie des questions que vous vous posez le plus quand vous lancez votre boîte. Voilà et puis elle vous a également mis le lien, pour prendre rendez-vous avec, nos conseillers donc je sais qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous qui ont été pris ce matin, après la première re conférence, donc n'hésitez pas, il reste encore, des créneaux, de disponibles et puis sachez aussi, que du coup, nous sommes partenaires, de Legal Start, donc vous pouvez bénéficier en fait, d'une réduction sur les offres, Legal Start avec un code promo. Donc c'est 15 de réduction et Morgane va vous également vous mettre, le code promo dans le chat si, vous souhaitez, passer par Legal Start, pour votre statut, juridique. Voilà, on va juste passer il nous reste 5 minutes pour les questions. Je suis désolée, on est obligé de finir à l'heure parce qu'il y a une autre conférence sur le business plan, qui commence à 11 heures. Alors, on va commencer, quand on voudrait avoir plusieurs activités en même temps, que, vous nous conseillez? Tu veux répondre, Alors, Delphine, ou ouais, comme tu veux, vas-y, vas-y, je t'en prie. Je comme ferai la tu veux. suivante. Eh bien, en fait, encore une fois, alors, il n'y aura pas de, comme il n'y a pas de meilleur statut juridique, il n'y a pas de meilleure réponse possible, malheureusement, en juridique, Mmh. parce que vraiment, hein, chaque cas est à discuter. Les activités, ben, si vous voulez avoir plusieurs activités, alors ça va dépendre du chiffre d'affaires qui sera alloué. Par exemple, si vous voulez avoir une activité agricole, eh ben, la micro-entreprise, ce ne sera pas possible. Donc ça, déjà, c'est à balayer. Si vous voulez avoir une activité commerciale ou une activité libérale, même plusieurs dans ce cadre-là, ben, vous pouvez très bien, dans le cadre de la micro-entreprise, avoir plusieurs activités. Ça, c'est jamais un souci. Et dans le cadre de la société, il n'y a aucun problème non plus, puisque dans l'objet social dont on parlait tout à l'heure, dans la rédaction des statuts, vous pourrez indiquer dans l'objet social toutes les activités que vous souhaitez exercer. Est-ce que la SARL est-elle adaptée si l'on souhaite faire appel à des investisseurs? Alors ça, j'en ai parlé du coup un petit peu pendant la présentation. Globalement, non, puisque un investisseur, il va vouloir, avoir un retour d'investissement et que pour ça, généralement, il y a 2 processus, hein. Soit il va percevoir une partie des dividendes donc dont a réalisé la société, ou soit il va vouloir vendre, les, parts sociales qu'il possède, et en tirer une plus-value. Sauf que le problème, c'est que dans les 2 cas, la SARL est moins intéressante à ce niveau-là que la SAS. C'est pour ça que beaucoup de projets, donc notamment qui comportent des levées de fonds ou l'entrée de nouveaux investisseurs, et cetera, donc un développement, on va dire, de l'entreprise par l'entrée d'investisseurs, se font quasi systématiquement, par une société, par action, donc en SAS. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, rapidement la différence entre EURL et EIRL? Oui, alors déjà le IRL, ça n'existe plus. Maintenant, c'était un ancien statut qui, limitait la responsabilité des entrepreneurs individuels. Qui au final a été fusionné avec l'entreprise individuelle classique dont on a parlé. Donc en fait, la différence maintenant aujourd'hui, si on reprend votre question, ça serait entre EURL et EI, du coup entreprise individuelle classique, hein. Et ça on en a parlé, du coup, comme on l'a dit, hein, c'est en fait une entreprise individuelle, c'est une société en nom propre, donc vous intervenez en tant que personne physique, et une EURL, vous créez une société qui a du coup son patrimoine, bien distinct de celui de son associé. Merci Tristan. Quel est le meilleur choix pour une création d'entreprise dans le cas d'un complément de retraite? Alors, encore une fois, donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure avec Tristan, hein, votre projet personnel, il est super important dans le cadre du statut juridique. Ben, ça va dépendre. Si vous voulez un complément de retraite, déjà, ce qui est super important de savoir, c'est qu'il faut
vous rapprocher de l'organisme de retraite pour les informer de la création de votre société ou de votre entreprise. C'est un petit aparté que je tiens à faire parce que ça aussi, on parlait des allocations chômage, mais sincèrement, je l'ai vu plus d'une dizaine de fois dans ces dernières années où des personnes qui bénéficiaient donc de leur retraite se sont vues leur retraite diminuer parce qu'ils n'avaient pas fait les démarches dans le sens où il fallait. Donc, avant tout, si vous allez arriver à la retraite, si vous ne l'êtes pas encore, renseignez-vous auprès. Alors, je crois que c'est l'assurance-retraite.fr, le site. N'hésitez pas à leur faire un message, ça fonctionne, hein, je vous l'assure, parce que dans le cadre des accompagnements créatifs, Juliette, je peux te dire que ça fonctionne vraiment bien. On fait un mail à son assurance-retraite, on leur fait part du projet de création d'entreprise et vous attendez leur aval pour pouvoir le faire. Parce qu'il faut avoir liquidé tous ses droits à la retraite pour pouvoir Mmh. créer soit une entreprise, soit une société. C'est pareil, hein, il n'y a pas de meilleur statut juridique. L'entreprise individuelle peut très bien suffire dans le cadre d'un complément de revenus. Mais si vous avez trop de charges, je ne peux que vous conseiller de mettre une société, que vous soyez à la retraite ou pas, ça ne changera rien finalement. Comment on peut faire évoluer comment on peut faire pour faire évoluer une micro-entreprise vers une société? On l'a dit, je vous en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est super simple. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui décident donc d'arrêter leur micro-entreprise et derrière de constituer une société par action simplifiée, la plupart du temps hein, en SASU, et qui apportent un capital en numéraire de 100 euros. Ça ne marche pas comme ça. On apporte vraiment le patrimoine de sa micro-entreprise au, au capital de la société. Donc, ça ne se fait pas comme ça. On ne peut que vous conseiller d'aller voir un expert réactif et des formations à ce niveau-là aussi. Legal Start sont opérationnels pour vous accompagner dans ces démarches-là aussi. Mais du coup, vous avez besoin vraiment d'un professionnel et vous apportez votre micro-entreprise au capital de votre société. Donc, c'est vraiment une démarche qui est super réglementée. Souple, mais réglementée. En micro-entreprise, que se passe-t-il, pardon, si on dépasse le CA maximum? Eh bien, si jamais vous dépassez les plafonds de chiffre d'affaires, alors déjà, il faut savoir que pour en réalité perdre le statut micro, il faut dépasser sur 2 années consécutives. C'est-à-dire que si, admettons, lors de l'une de vos années, vous dépassez une première fois, vous perdez pas immédiatement le statut de micro-entrepreneur. Il faut le dépasser sur 2 années de suite. Et si ça arrive, eh bien, dans ce cas-là, vous allez basculer au régime réel, c'est-à-dire que vous passerez d'une micro-entreprise à une entreprise individuelle. Merci Tristan. Dernière question, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des SCOP et des SCIC? Je sais pas comment on prononce. Je pense que je vais laisser la main à Tristan qui a plus l'habitude que moi de. Parce qu'on a eu Alors, plusieurs questions sur le SCOP, c'est pour ça. ça, Voilà. c'est en fait, oui, c'est, alors, c'est des formes juridiques qui sont généralement qui concernent des coopératives et qui sont très, très spécifiques. Là, en l'occurrence, ça rentre pas dans le cadre d'un projet général, si vous voulez, de création d'entreprise, habituelle. Là, on a parlé aujourd'hui des principales formes juridiques pour débuter une activité dans la plupart des cas. Parfois, certaines activités nécessitent des formes juridiques très spécifiques. Et là, pour le coup, pour obtenir plus d'informations sur, notamment les scopes, là, moi, je peux que trop recommander de prendre un rendez-vous justement avec un expert, on va dire, pour ce sujet. Parce que là, vous rentrez dans des champs qui sortent, on va dire, du sentier commun de la création d'entreprise, qui concerne la grande majorité des entrepreneurs. Là, vous rentrez quand même dans des formes juridiques qui sont soumises à des règles très, très spécifiques. Bah, merci beaucoup. Malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Voilà, parce que la presse était très, très, très dense. C'est la plus dense, je pense, de toute la journée, parce qu'en même temps, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais voilà, sachez que bah, vous pouvez vous faire accompagner et on vous incite aussi à le faire parce que choisir un bon statut juridique, et ben, ça peut vous éviter de faire des erreurs, comme beaucoup d'entrepreneurs font quand ils sont un peu solo sur ces sujets. Donc hésitez pas, à prendre rendez-vous pour, les entretiens diagnostiques, mais aussi, à utiliser le code promo, LegalStart. En tout cas, merci beaucoup Tristan et Delphine. Tristan, à bientôt et Delphine, on se retrouve en formation, chez Créactif. Il n'y a Merci pas de beaucoup souci. Merci, Juliette. Merci à vous. et puis de mon côté, Merci à tous. je, vous retrouve, sur la prochaine conférence qui commence maintenant, sur le business plan. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.